Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un film d'animation ce week-end. Aujourd'hui, on va parler d'un film sorti le 29 septembre 2007 qui s'appelle Sword of the Stranger. Ce film qui a été produit et réalisé par le studio Bones est réalisé par Masahiro Ando. Et c'est pas le même Ando qui a réalisé Le Roi Cerf en 2021. C'est donc Masashi Ando qui a fait Le Roi Cerf, et là on est sur Masahiro Ando, donc c'est pas la même personne. Bon voilà. Alors, ce film, donc sorti en 2007, a été réalisé par ce gars. Alors, c'est qui Ando? Alors, c'est sa première réalisation. Ça, c'est important de le souligner, c'est toujours très important. C'est la première réalisation en tant que directeur d'animation, etc. De la part de Ando. Il fera pas énormément de choses à mon sens par la suite. On peut citer notamment Kanan en 2009, ou Shiroyuki aux cheveux rouges en 2015, ou Under the Dog en 2016. Voilà, c'est pas non plus des animés waouh, ça vous dit peut-être rien, et c'est probable que ce soit le cas. Voilà, c'est pas un gars qui a vraiment marqué l'histoire. Ah, évidemment, il ne sort pas de nulle part, hein, c'est pas un gars qu'on prend au hasard comme d'habitude dans l'animation japonaise. Quand on confie une première réalisation à un gars, c'est qu'il a déjà fait ses preuves, souvent en tant qu'animateur clé ou en tant que scénariste. En l'occurrence, il était animateur clé des films de Ghost in the Shell en 1995, soit de Mamoru Oshii, ou alors Jinro, la Brigade des Loups en 1999, ou encore Metropolis de Rintaro en 2001. Il a aussi été directeur d'épisodes, notamment sur la série Full Metal Alchemist sur certains épisodes, ainsi que pour l'Opening 3. L'Opening 3, c'est lui qui l'a fait. Alors, je vais pas vous mentir, Undo, hein, donc l'Opening 3 n'est clairement pas le meilleur opening de Full Metal Alchemist, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, évidemment, il a participé à quelques projets, mais c'est son premier gros projet en tant que, voilà, directeur principal. Donc, voilà. Mais comme d'habitude, au Japon, hein, c'est des gars qui sortent pas de nulle part. Et souvent, quand tu fais ta première réa, c'est que tu as déjà de l'expérience, genre 15-20 ans d'expérience. Voilà. Il est peu probable qu'un gars de moins de 30 ans arrive à créer un film comme ça. Ça arrive rarement au Japon. Il faut toujours une expérience, c'est ce qui est assez en fait logique vu que les films d'animation coûtent très cher à faire, donc il faut quand même une petite certitude de la part du studio de pouvoir en tirer un bénéfice. Donc on peut pas donner ça à n'importe qui. Donc voilà, maintenant on va tout de suite se lancer dans le film parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire dans l'analyse du cinéma et de la façon de réfléchir dans le cinéma long métrage de Ando et également de Takayama, qui est donc Fumiko Takayama qui a été au scénario, vu que Takayama est plutôt reconnu pour avoir scénarisé des OAV, voilà, ou dirigé des OAV. Notre ami Ando, lui, est plutôt dirigé vers des séries en réalisation ensuite, et puis il avait dirigé quelques épisodes comme Full Metal Alchemist, je l'ai dit, et quelques autres animés par-ci par-là, comme je crois un Gundam aussi, il avait fait quelques épisodes. Voilà, disons que c'est deux gars qui sont en train de nous faire, donc d'un côté la réalisation pour Ando et Takayama côté scénario, ça va être leur seule production, que ce soit les deux ensemble ou les deux individuellement, d'un long métrage. Et ça c'est important de le signaler parce que c'est la première et ce sera également la dernière. Alors le film n'est pas du tout un échec, hein, c'est un film qui a une certaine reconnaissance dans son style auquel il appartient, mais voilà, c'est pas non plus le film de la décennie. Alors il est très loin d'être mauvais, et à vrai dire, pour moi il est vachement bien quand même, il est très bien fait, mais il n'y a pas eu d'exposition énorme de ce film en termes de marketing ou autre. Parce que le studio Bones, ça reste pas non plus l'un des plus grands studios du Japon. Il manque pas de talent, ça c'est certain, mais en termes de puissance et de pouvoir publicitaire, on pourrait dire ça comme ça, il y a peu d'images. Ça vaut pas des trucs comme Madhouse, 4 degrés, Ghibli ou la Toei ou j'en passe des meilleurs. Enfin voilà, c'est ce type de studio-là. Ou plus récemment des trucs comme Mappa. Enfin voilà, c'est studios un peu plus restreints, mais qui sont toujours très intéressants à parler. Donc le film. Alors déjà la première particularité du film, c'est son rythme extrêmement élevé au début. Alors qu'on nous met un peu un espèce de générique de début, on alterne beaucoup les séquences. Au début, avant ce générique, on a
une séquence où on a un enfant qui s'appelle a priori Kotaro et qui doit fuir un temple en feu. Il est suivi par un moine qui est donc du temple et qui lui dit de fuir en lui tendant un objet. Il fuit avec son chien, on ne sait pas où il va, on sait juste comment il s'appelle, on ne sait pas pourquoi le temple est en feu, on ne sait absolument rien. Puis ensuite, sans nous donner plus d'explications, sans transition, on part dans un autre endroit avec d'autres personnages qui n'ont rien à voir avec la situation, en tout cas pour le moment. Enfin, on ne connaît pas le lien entre ce gamin et ce temple en feu et cette situation, où on est sur un convoi avec des gens qui sont a priori, qu'on apprend être des mercenaires chinois, qui sont attaqués par on dirait un groupe de clandestins, une espèce de milice qui essaie de leur voler des trucs. Et ça ne marche pas, et ils se font tous massacrer par un seul homme. Un gars qui est blond. Et il n'y a pas trop de dialogue, on voit juste cet énorme massacre qui a lieu, et c'est à peu près tout. En alternant justement ces scènes de combat avec des scènes où on nous montre en fait un écran noir avec des écrits blancs qui sont simplement le nom des personnes qui ont participé au film. Autrement dit, un générique, aussi simple que ça. Donc c'est un début assez brutal, on n'arrive pas vraiment à suivre et on comprend pas vraiment ce qui se passe. À part qu'il y a juste un mec qui est en train de taper tout le monde. Mais voilà, on n'a pas d'explication de qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils sont là exactement. On les aura évidemment plus tard. Mais le film ne prend absolument aucune période de contexte au début. Et ça, c'est important de le souligner. Il n'y a pas de contexte au début. Le contexte, il vient après. C'est du coup une entrée très brutale en matière que je trouve toujours intéressant de travailler dans un film. Mais je trouve que c'est aussi très risqué parce que tu peux ne pas accrocher le spectateur, et si t'arrives pas à accrocher le spectateur, c'est mort pour le reste du film. Alors l'avantage de ce que ce film a, c'est que c'est un film qui est quand même très axé sur l'action et le combat, donc évidemment, l'action et le combat, c'est pas ces séquences-là qui vont nous faire le plus réfléchir, c'est plutôt de la détente, voilà, on admire l'action, et donc on n'a pas forcément besoin dans ce genre de film d'avoir un contexte ultra détaillé dès le début, il peut intervenir après. Mais si c'était pas un film comme ça, pas d'action, etc., bah là c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué à justifier. Enfin, c'est plus dur de créer une accroche avec le spectateur. Ensuite, on retrouve notre petit du début. Alors, notre petit Kotaro, il est en train de voler grâce à son chien, Tobimaru, et ils vont voler un peu pour se nourrir, et vont se retrouver dans un autre temple un petit peu abandonné. Dans ce temple, il va faire la rencontre d'un gars qui n'a pas de nom, qui va être appelé sans nom par Kotaro plus tard, mais on va l'appeler simplement l'étranger pour le moment. On ne sait pas ce qu'il fout là, on ne sait pas quelles sont ses intentions, mais finalement, après une séquence de combat un peu acharné contre des gars qui voulaient kidnapper Kotaro, il décide de l'aider en échange d'une promesse d'un objet que Kotaro possède. Je sais pas trop ce que c'est, cette espèce de petit rubis vert chelou. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça a l'air d'avoir de la valeur. On se rendra compte qu'en fait pas trop. Mais et il le promet, Kotaro lui promet cet objet en échange d'être ramené au temple de là où il devait aller au début et de sauver son chien. Et cet étranger va accepter. Et on voit déjà qu'il est badass et qu'il n'a pas sans dégainer son sabre. Ça, c'est déjà un point qui est assez intéressant à souligner sur ce personnage qui n'a pas dégainé son sabre. Après cette planquée, l'étranger donc va sortir en ville pour aller choper des trucs après avoir un peu sauvé le chien. Tobimaru qui reprend gentiment de ses forces. Pendant ce temps-là, Sans Nom va aller chercher des choses en ville. Une selle, pour être précis. Et c'est là qu'il va faire la rencontre du fameux gars aux yeux bleus et aux cheveux blonds, qu'on appelle le monstre aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qui va le mettre au défi. Donc c'est le gars aux cheveux blonds là, qui va le mettre au défi contre Sans Nom. Et ça va se terminer sans trop de blessures, mais voilà, il y a la première tension et la première rencontre entre ces deux-là. Sans aucune raison apparente. Moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant quand il est revenu de la ville, il y a une espèce de tension de la part de Kotaro, parce qu'il se demande, en fait, qu'est-ce qu'il est allé foutre Sans Nom en ville, pourquoi il a pris autant de temps. Et en fait, tout ça se calme quand Tobimaru commence à se réveiller et reprendre un peu des forces et à manger. Et qui, à mon sens, Tobimaru, et ça va se prouver tout au long du film, est le point d'ancrage entre les deux.
Et le fait que le chien soit vivant permet, en fait, de la part de Kotaro, d'avoir une reconnaissance envers son nom. Et en plus, son nom s'est un peu attaché à ce chien. Donc ce chien est vraiment très important dans l'histoire, parce qu'il va permettre vraiment ce lien fort de promesse, en fait, entre Kotaro et son nom. Donc c'est une espèce de pont. Ouais. Donc que ce soit un chien qui n'a pas de pouvoir spécial, hein, c'est juste un chien, hein, normal, qui ne parle pas, bah, il est un chien, c'est tout. Il n'y a rien de spécial sur ce chien, mais juste par le fait qu'il soit vivant, ça aide énormément en fait au lien qui existe entre Kotaro et Sandon. La nuit qui suit, donc Sandon va faire des cauchemars sur des anciennes batailles, etc. On a vu juste avant avec son défi justement contre le monstre aux cheveux blonds, eh bien, on se rend compte d'une chose. Il ne dégaine pas et en plus, il fait des cauchemars de bataille. Ce qui nous pose une question. C'est un Ronin. Et je pense que la conclusion peut déjà être faite à ce moment-là. On est clairement face à un Ronin, un vagabond qui a un sabre. Mais de toute façon, dès le moment où tu as un sabre et que tu es un vagabond et que tu dégaines pas ton sabre en situation de combat, c'est que tu n'es plus un samouraï, mais que tu en as été un. Donc, un Ronin. C'est un Ronin. Et il n'y a pas d'autre... Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que c'était voulu que ce soit explicite et clair pour le personnage de son nom. On apprend un peu plus tard, dans la séquence où ils se font attaquer par des voleurs, que Kotaro était en Chine. Et puis qu'il a perdu sa mère bon, voilà, alors qu'il venait de naître, et son père est mort alors qu'il avait 6 ans. Il a été recueilli par un moine qui l'a empêché d'être esclave, et il a été ramené au Japon pour le protéger. En l'occurrence, ce moine, bah, c'est celui qu'on avait vu au début et qu'on reverra un peu plus tard dans le film. Donc Kotaro était en Chine et il est poursuivi par les Chinois. On commence un peu à comprendre. On va apprendre tout de suite en fait que Kotaro est recherché pour l'élixir d'immortalité et qu'on a besoin de cet enfant pour créer l'élixir d'immortalité. Et on le cherche et c'est pour ça que les Chinois sont au Japon, pour aller le chercher et le sacrifier sur cette énorme structure en bois qui leur permettra d'obtenir, selon eux, l'immortalité pour leur empereur, de la dynastie des Ming. Faut préciser, je ne l'ai pas précisé, c'est la dynastie des Ming. Donc, dans la séquence qui va suivre, où ils vont prendre un bain, on a, enfin, dans les termes chauds, les sources chaudes, on apprend que son nom n'est pas, n'est pas japonais, et en fait est un Ronin étranger qui a été recueilli à la naissance, de par ses cheveux qui ne sont pas noirs en réalité, mais rouges. Ce qui m'a un peu troublé Kotaro. Un peu plus tard, on va retrouver le frère du début, frère Shonan, donc le moine du début, qui va être dans le temple qu'on lui avait dit de rejoindre au début. Mais le problème, c'est qu'on l'a vendu aux Chinois, l'enfant. Et donc, c'est horrible. Plus tard, évidemment, son nom va s'en rendre compte juste avant de partir que ça tourne mal, et que les Chinois ont embarqué Kotaro, et que donc, il va un peu interroger ce frère-là, et va lui dire qu'il a aucun d'odeur et qu'il ne mérite pas les abysses, qui va en fait pousser frère Shonan à se donner la mort un peu plus tard, quand l'armée japonaise va retourner sur les lieux avec les renforts, mais les Chinois étaient partis et ont massacré en fait les soldats japonais. Ce qui va provoquer la colère des Chinois, que les Japonais les ont attaqués, et que donc vont kidnapper le seigneur de la région. On va monter une armée pour essayer de le récupérer, mais finalement on ne le récupère pas vu qu'il va être exécuté par les Japonais lui-même, ce qui fait que l'otage est détruit et que donc on va pouvoir déclencher l'assaut dans la forteresse. Pendant ce temps, évidemment, notre étranger sans nom essaie d'y aller aussi avec Tobimaru pour retrouver Kotaro. Et du coup on a dans la scène finale, la grande bataille, où c'est un immense massacre et qu'il faut un public assez averti quand même. C'est pas un film tout public clairement, et il y a du sang partout, les Chinois dégomment beaucoup de Japonais mais sont massacrés. Il y a la scène où il y a une des filles qui combat, qui se fait transpercer par des lances et des flèches. C'est magnifique, vraiment, il y a des très belles choses de boucherie-charcuterie. Ouais, c'est bien. Enfin voilà, c'est une ambiance assez barbare et assez sale. Finalement, au dernier moment, parce que Sandon a réussi à dégainer son sabre, a enfin accepté de le dégainer, va tuer les derniers qui le bloquaient et va libérer de justesse Kotaro avant son sacrifice. La réelle scène finale, c'est quand le fameux étranger aux cheveux blonds va exécuter son maître seigneur chinois qui était là pour récupérer l'élixir et le ramener à l'empereur Ming, à l'empereur chinois donc.
eh bien, il ne reste plus que ce fameux gars blond, sans nom, Kotaro et Tobimaro. Les quatre. Tous les autres, tous les soldats et tous les autres Chinois qui étaient là, sont tous morts. Champ de ruines, de morts, c'est super. Combat final à l'épée, que finalement son nom va gagner, en partie grâce aussi au petit objet vert du début que Kotaro, comme promis, avait donné à son nom. Et c'est ça qui va dévier l'épée du fameux blond, et ça va fonctionner, et c'est ça qui va lui sauver la vie. La séquence se termine, et on n'a plus que nos trois héros en fait dans le fort, qui vont décider de partir sur un cheval pour aller vers la ville et soigner évidemment les blessures de son nom. Et Kotaro ouvre par son dialogue final à une nouvelle aventure en disant on peut devenir pirate, vagabond pour aller explorer un peu le monde, avoir de l'argent pour partir explorer le monde, partir du Japon. Ouverture évidemment de récit où nos deux protagonistes, même trois avec le chien, avec Tobimaro, vont s'ouvrir à une aventure que le film ne va pas exposer parce qu'on est déjà à plus d'1h40 de film, donc effectivement il faut l'arrêter un bon moment. Et c'est une histoire qui ouvre énormément de possibilités sur qu'est-ce que ces personnages vont devenir. Et donc ça c'est une très bonne fin, honnêtement. Ça, c'est bien. Donc, ce film, que dire? Alors, ce film, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film de réalisation d'un gars qui n'en fait qu'un film. Il a fait un seul film, ensuite il a fait des séries, puis scénarisé par un gars qui n'est pas forcément habitué à ce format-là. Donc ça se ressent un petit peu que le format film n'est pas forcément tout le temps maîtrisé, notamment par son début qui est franchement haletant dans le sens de l'action, des palpitations, mais qui est franchement pas construit. Et c'est-à-dire que les dessins sont plutôt bons. Il y a certaines scènes de prise de hauteur, notamment sur le fort, avec toutes les planches de bois partout, qui sont assez moches en vrai. Donc l'animation n'est pas parfaite, mais en vrai ça va. Mais c'est surtout un problème de scénario qui est vraiment très simple et qui n'a pas vocation d'être vraiment compliqué. On est surtout sur un film un peu de bagarre, avec de l'action, des retournements de situation, de la trahison, des complots, enfin, un peu l'ambiance médiévale, quoi, voilà. On s'amuse bien. Et donc c'est pas non plus le film du siècle en termes d'histoire et de réflexion. Mais malgré cela, la fin, donc notamment dans cette protection de l'objet vert que Kotaro avait donné à son nom, ça je trouve ça très beau. Après que Kotaro ait besoin de dire que ah, c'est grâce à moi que tu as pu survivre et que du coup son nom réexplique encore ah oui, il m'a bien aidé, ça c'est pas nécessaire, on avait compris, ça c'est juste exposer encore plus une image qu'on avait déjà perçue, donc expliciter une image qu'il était déjà, ça sert à rien, gagner 1 minute de film, c'est inutile, on l'avait très bien compris, je pense honnêtement que c'était assez simple à comprendre, et le film n'a pas besoin de l'expliquer à l'intérieur de lui-même, et que voilà. Par contre, ce qui est génial, c'est cette fin, vraie fin, avec ce discours d'ouverture sur l'aventure et les nouvelles découvertes. Donc, autrement dit, c'est un film sympa, parce que voilà, il y a de l'action, c'est palpitant, il se passe beaucoup de choses, mais en termes de recherche scénaristique, c'est pas un truc ultra original, et voilà. Donc c'est pas un film d'animation comme on a l'habitude de le voir, comme un truc où on réfléchit, il y a beaucoup de choses à dire, etc. Mais on est plutôt sur un truc juste de baston et de trucs sympas, de trucs très sympas aussi. Donc c'est génial. En bref, je recommande quand même ce film. C'est quelque chose de super pour passer un peu le temps. Et c'est la première fois d'ailleurs sur la chaîne qu'on parle d'un film d'animation qui est clairement pour public averti. Alors c'est clair que c'est pas tout public. Contrairement aux films qu'on a vus précédemment, même s'il y a des choses un peu plus adultes pour tout bien comprendre, ça reste des films à portée pour tout le monde, qui sont pas violents. On va parler d'autres films violents, comme par exemple en Ghost in the Shell dans certaines séquences, mais surtout d'Akira, hein, on va parler d'Akira bien sûr. Donc forcément, là on va reparler de films un peu violents, mais Akira, il y a un peu plus de recherche en termes de scénario. On aura l'occasion de reparler de ces films. Et bon bref, je vais m'arrêter là-dessus, sur ce film qui est plutôt bon, mais pas exceptionnel. C'est bien pour passer un bon moment d'action. Voilà. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine fois, à la semaine prochaine. On se retrouve évidemment pour la suite d'Evangelion. Les 3 épisodes suivants, bien évidemment. Les épisodes 16, 17 et 18.
Et puis dans 2 semaines, on se retrouve pour un nouveau film d'animation, comme d'habitude, petites indications, très légères souvent, sur le prochain film que l'on traitera après la vidéo d'Evangélion, forcément. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.